sur les origines des pratiques de l'ingénierie. Et si on taillait une pierre? Cette pensée fut sans doute la genèse du tout premier projet d'ingénierie de toute l'humanité. Chers internautes, bienvenue sur notre chaîne. Merci pour votre fidélité et vos encouragements. Vous qui, me dit-on, êtes de plus en plus nombreux à suivre nos publications. Si vous ne l'avez pas encore fait, votre abonnement est la plus grande marque d'encouragement que nous pourrions recevoir de votre part. Pour le faire, nous vous prions d'activer le bouton rouge d'abonnement. So, please subscribe. Bitte abonnieren Sie sich. S'il vous plaît, merci pour votre abonnement. La plus grande aventure de l'ingéniosité, des prouesses du génie des hommes, des épopées des inventions qui ont transformé nos vies et révolutionné le monde. Cette belle aventure commence il y a 2,5 millions d'années en Afrique. Elle commence par une pierre qu'on taille. La suite de l'histoire dans un instant. Je m'appelle Fabrice Thomas. Ça fait plus de 20 ans que j'ai embrassé la profession d'ingénieur comme étudiant, chercheur, employé et entrepreneur. Ma génération n'a pas pu apporter la prospérité en Afrique. Ma génération ne pourra plus apporter cette prospérité. Fort de ce constat, notre retour d'expérience est l'héritage ultime que nous devons léguer à ceux qui nous suivent pour qu'ils soient mieux préparés à relever le défi. La jeunesse du continent africain est son principal atout. Nous vous proposons donc une meilleure prise de conscience des enjeux, notre retour d'expérience, notre coaching, notre mentoring, des notions de leadership afin de vous conduire vers le succès. Ça, c'est le sens de mon engagement et celui de toute mon équipe. Ce programme est dédié à la jeunesse africaine. Nous ciblons particulièrement les élèves en fin de cycle secondaire, les étudiants en début de cycle académique, les parents d'élèves et étudiants et les enseignants et conseillers d'orientation. Si vous désirez d'amples informations, visitez notre site www.skillmeto.com. Au cours de cette présentation, nous irons fouiller dans les sources archéologiques pour retrouver les premières pratiques du métier d'ingénieur. Ensuite, nous referons le parcours chronologique des inventions préhistoriques ou encore inventions non patentées, pourrait-on dire. Et pour conclure, nous parlerons des différentes dimensions des pratiques de l'ingénierie depuis la nuit des temps à nos jours. Allons maintenant à la recherche du premier ingénieur de l'humanité. Pour retrouver l'ancêtre des ingénieurs, nous sommes bien contraints d'invoquer une autre discipline qui va nous plonger dans la nuit des temps, l'archéologie. Jusqu'en moins 3500 avant Jésus-Christ, donc avant l'invention de l'écriture, il y a très peu d'informations qui ont subsisté et qui relèvent les pratiques de l'ingénieur. Mais à côté des ossements, on retrouve les outils qui témoignent de la manière dont les hommes ont vécu. Les outils organiques, comme les branches d'arbres, se sont décomposés et n'ont pas pu survivre à l'épreuve du temps. Les pierres pourtant restent, comme si l'histoire de l'humanité reste gravée dans la pierre. Et il se posera très tôt la question de savoir comment différencier l'homme du singe. Les ossements sont presque identiques. On commence donc à évoquer la notion d'intelligence. C'est pour dire qu'il n'y a qu'un être doté d'une intelligence pour produire et utiliser les outils. Est-ce vraiment le cas? Regardons plutôt cette vidéo avant de tirer toute conclusion hâtive.
Par la suite, les archéologues vont énoncer le postulat selon lequel il n'y a que l'espèce humaine pour transformer un objet en un outil lui permettant d'explorer de nouvelles pratiques. Et que dire des singes qui adaptent les branches et les bâtons pour pêcher les termites? Bref, cette considération fut très vite battue en brèche. Pourtant, une constance demeure: l'outil. Le destin de la classification de l'homme est lié à son outil. L'outil est l'élément fondamental, l'indicateur spatio-temporel de la préhistoire. La qualité de l'outil nous ramène à un type d'homme dans un espace donné de la Terre. L'outil est également utilisé dans la préhistoire pour définir une époque dans le temps. Le paléolithique, par exemple, définit l'âge de la pierre taillée, tandis que le néolithique définit l'âge de la pierre polie. Et également, la qualité de l'outil est utilisée pour différencier les niveaux de compétence de l'homme. On distingue l'homme Homo habilis, l'Homo erectus ou l'homme debout et l'Homo sapiens ou l'homme savant. L'homme est donc permanemment lié au cours de son évolution à son outil. C'est ce qui pousse les paléontologues à déclarer que l'outil fait l'homme. L'outil fait l'homme. L'outil fait l'homme. L'outil fait l'homme. Que nous révèle la paléontologie donc? Il y a environ 3 millions d'années, l'ancêtre de l'homme vivait uniquement de la cueillette. Toumaï et Abel sont les ancêtres de l'homme les plus connus. Leurs ossements ont été découverts dans le désert tchadien. Il y a environ 2,5 millions d'années, l'homme qui vivait jusque-là de la cueillette taille la pierre afin de d'épaissir le cadavre des animaux, la viande étant plus calorifique. Il y a environ 1,6 million d'années, l'homme améliore sa technique et taille les bifaces pour la pratique de la chasse. L'homme devient donc, grâce aux bifaces, un chasseur. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous invite à regarder la courte vidéo qui suit. Il y a environ 1 600 000 ans, en Afrique, Homo erectus avait créé un nouvel outil, le biface. Ce biface, on ne le retrouve en Europe qu'1 million d'années plus tard, vers moins 600 000 ans. On ne sait pas s'il s'agit d'une création locale ou d'une technique apportée par de nouvelles populations venues d'Afrique. On ne trouve en tout cas de biface qu'au sud-est du Rhin, comme s'il existait alors 2 grandes zones culturelles en Europe. Pour tailler un biface, ces hommes commencent à dégrossir de grands éclats de pierre. Pour affiner la taille, ils inventent un nouveau type de percuteur. Auparavant, ils se servaient d'un autre caillou dur. Maintenant, ils utilisent un bois de serre plus tendre qui leur permet de détacher de plus minces éclats de pierre et d'obtenir un bord bien tranchant. Ce n'est pas une simple innovation technique, mais un véritable changement culturel. Cela suppose de l'artisan une nouvelle façon d'imaginer l'objet final. Outil symétrique, à la fois harmonieux et utile, le biface va être utilisé pendant des centaines de milliers d'années. Toujours dans l'optique de différencier l'homme de l'animal, l'action intelligente serait au cœur de l'activité de création de l'homme, contre la méthode d'essai-erreur qu'on peut retrouver chez l'animal. Comment comprendre donc une action dite intelligente? Au début du processus, il y a un savoir qui est lié à l'expérience.
Le retour d'expérience de la pratique permet l'entraînement de la pensée pour enrichir le savoir. Cet enrichissement de la pensée dans une relation circulaire entre pratique et savoir permet de s'entraider par imagination dans différentes directions d'action concurrentes. L'imagination constitue un ingrédient essentiel des pratiques d'ingénierie. Une grande part de l'évolution de l'ingénierie résulte de rêves individuels et collectifs au sujet des choses qui n'avaient jamais existé. C'est, en d'autres termes, ce qu'on appelle conception. L'action intelligente est donc au fondement de l'ingénierie en tant que discipline et profession. Comment évolue l'ingénierie dans la préhistoire? Parcourons quelques inventions essentielles pour l'humanité. Les inventions de la préhistoire. Il y a 1,6 million d'années, l'homme invente le biface et devient ainsi un chasseur. Cette invention changera complètement son mode de vie. À moins 500 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme maîtrise le feu. Il peut se réchauffer, il peut rester éveillé beaucoup plus longtemps et grâce au feu, il peut se mettre à l'abri des prédateurs, ce qui va influencer également sur son espérance de vie, car grâce au feu, il peut réchauffer la viande avant consommation, ce qui permet une meilleure digestion. À moins 130 000 ans avant notre ère, il y a l'apparition des toutes premières pirogues. 20 000 ans avant notre ère, l'homme invente les prépulseurs. Le prépulseur, on peut dire, est ce qui donnera plus tard naissance à l'arc et la flèche. 10 000 ans avant Jésus-Christ, on assiste à l'invention de l'agriculture. Cette invention est sans doute la plus importante invention de l'humanité. L'invention de l'agriculture change complètement le mode de vie de l'homme. L'homme se sédentarise et les premiers villages vont apparaître plus tard. Se sédentarisant, l'homme commence à réfléchir sur l'organisation de la société et à développer des aptitudes et des connaissances abstraites. L'invention donc de l'agriculture permet à l'homme de ne plus errer toutes les journées comme les animaux à la recherche de la nourriture. L'invention de l'agriculture marque également le début du néolithique, qui est l'âge de la pierre polie. Ici est présenté ce qui pourrait être apparenté à un des tout premiers villages africains. 8 000 ans avant Jésus-Christ, on assiste à l'invention du tissage, de la poterie et également au début de la métallurgie. 7 000 ans avant notre ère, il y a apparition des tout premiers villages. 3 500 ans avant notre ère, l'homme invente la roue. Plus besoin de réinventer la roue aujourd'hui, comme dit l'adage. Et enfin, 3 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme invente l'écriture et ce qui marque la fin de la préhistoire et le début de la connaissance de notre passé basé sur les écrits, ce qui correspond à l'histoire. Cette image représente les grandes étapes de l'humanité pendant le Paléolithique, depuis la première pierre qui a été taillée jusqu'à l'invention de l'agriculture. Avant de passer au point suivant, arrêtons-nous sur cette image de quelques roues du néolithique. Nous avons là un petit modèle de roue égyptien trouvé au musée de Louvre.
Juste à côté, nous avons des roues Madingue trouvées au musée Cheikh Anta Diop à Dakar. Vous pouvez constater quelle similitude et quelle ressemblance il existe entre ces roues qui datent de l'époque du néolithique et quelques outils champêtres qu'on retrouve encore de nos jours en Afrique. L'image que nous présentons ici montre un agriculteur de l'ancienne Égypte labourant son champ et utilisant déjà des animaux, dans le cas présent des vaches, comme force motrice. L'image de droite nous présente cette évolution entre les techniques de l'Égypte ancienne et les techniques agricoles modernes. Sous quelle forme se déploient les pratiques de l'ingénierie? À la suite de cette présentation, nous nous intéresserons aux dimensions des pratiques de l'ingénierie. Notre souci étant de permettre à notre groupe cible d'avoir des bases pour mieux comprendre certaines notions assez complexes, nous avons dû donner des explications très simplistes et incomplètes. Aidez-nous à améliorer cette présentation en nous faisant parvenir vos remarques et vos suggestions à l'adresse email contact@skillmetoo.com. skillmetoo.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Laissez aussi un commentaire et activez la cloche de notification.